c'est vrai? Oui, oui. Ah, c'est marrant, ça. Elle m'a pas dit. Bien. Tout le monde est là? D'accord. Vous pouvez vous asseoir. Allez. Bien. J'aurais besoin d'un mot de passe, s'il vous plaît, maître Blanc-Gérèse, s'il vous plaît, afin que nous puissions commencer notre après-midi. Vous l'avez pas oublié? Non, bon. Je n'oublie jamais rien, monsieur le juge. On vous a bien traité, ça va? Bien. Merci à toutes et à tous de votre présence à ce procès exceptionnel et hors norme. Je vous demande donc à ce titre de respecter bien sûr l'entière partialité des débats ainsi que les différents intervenants de cet après-midi, à commencer par maître Blanc-Gérèse, avocate de la défense, mais surtout maître Hernando, renommé procureur de notre République qui représentera la partie civile. 5 témoins et néanmoins experts, on l'espère, seront tour à tour invités à répondre à la barre, ici présente, aux questions de la Cour. Vous tous, ici présents, hommes et femmes du peuple, jeunes et beaux, vieux et moches, constituerez notre jury populaire. J'aurais pu dire, bien sûr, jeunes et moches et vieux et beaux. Il y en a. Et vous voterez, bien sûr, à la fin des débats, en votre âme et conscience, afin de rendre un verdict équitable et humain à ce procès inédit d'un robot. Je précise bien, d'un robot. Je vous demande donc, pour ne pas perturber son bon déroulement, le plus grand sérieux et la meilleure écoute, bien sûr, en commençant par débrancher toutes vos petites puces électroniques auxquelles vous pouvez être encore connectés. Merci d'avance, merci de votre calme et de votre compréhension. Bien. Alors, il est 14h38. Ah, Je sais, ça surprend. t'es dans mon dos. Je sais. Bien, nous pouvons donc ouvrir ce procès en venant tout de suite au fait. J'introduis, maître Hernando, pour la bonne compréhension du jury. Samedi 6 janvier 2028, nous nous trouvons sur le domaine skiable de la commune de Sapin-les-Sommets. Voilà, c'est tout, vous pouvez y aller. Ah bon. Merci, monsieur le juge. J'aimerais bien votre seigneurie, j'apprécie. Bien, votre seigneurie. Ce samedi 6 janvier 2028, de grandes quantités de neige fraîche sont tombées pendant la nuit. La commune est répartie en plusieurs petits hameaux, dont certains peuvent être exposés à des risques d'avalanche. Par ailleurs, la commune de Sapin-les-Sommets possède un petit domaine skiable fort charmant qui est ordinairement sécurisé par un pisteur, comme il se doit. Mais celui-ci s'étant blessé la veille, soit le vendredi 7 janvier 2028, la commune décide de ne pas ouvrir le domaine skiable ce jour-là. Alors toutefois, si vous me le permettez, maître Hernando, toutefois conscient que les skieurs de randonnée affectionnent les sommets situés sur le territoire de la commune, le service des pistes décide qu'à défaut de pisteur, il est utile d'envoyer sa flotte, ça ne se dit pas, de robots drones artificiés, tout à fait certifiés pour opérer de manière autonome, afin de déclencher préventivement les avalanches, sécuriser du mieux possible les passages habituellement fréquentés et, bien évidemment, les habitations de la dite commune. Au décollage, n'est-ce pas, de la flotte de robots, les températures sont négatives. Et
Les chutes de neige, bien que de moindre intensité ces derniers temps, je ne vous le fais pas dire, sont toujours présentes. Oh, Maître, pardon, excusez-moi, je fais pour les malvoyants qui seraient ici. il y en a sans doute. Le robot numéro 42 est affecté à la sécurisation d'un hameau où résident 30 habitants. Vous n'allez pas les faire les 30 quand même? Non, par 5. D'accord. Son rôle est de déclencher des avalanches de petites intensités en amont du hameau afin d'éviter la création d'une avalanche avec des conséquences plus importantes. Au cours de l'opération, le robot numéro 42 effectue le largage de ses explosifs. J'ai hâte de savoir comment vous allez faire. Maître Blangerès, s'il vous plaît. Provoquant, justement, et je vous prie de bien vouloir... provoquant une avalanche. Oui. Malheureusement, cette avalanche, n'en déplaise à Maître Blangerès qui ironise, a atteint 2 skieurs de randonnée, Monsieur Claude et Madame Martine Genépi, qui évoluaient dans la zone à cet instant. Oui, oui, j'entends des réactions car tout le monde les connaît ici. Monsieur et Madame Genépi ont été secourus, vivants, fort heureusement, mais blessés. Compte tenu de leurs blessures, ils sont contraints, et oui, mesdames et messieurs, je vous l'annonce, au risque de vous contrarier, ils sont contraints de fermer leur atelier de production de liqueurs, de manière temporaire, mais entraînant tout de même une perte de revenus considérable. Et suite à ce dramatique accident, en attendant l'enquête, le service des pistes a bien entendu désactivé l'ensemble de la flotte des robots artificiers. Mais ce qui devait arriver arriva. Afin d'obtenir réparation, monsieur et madame Genépi ont porté plainte auprès de notre juridiction contre la commune de Sapin-les-Sommets, propriétaire du robot ayant entraîné, selon eux, c'est moche, cette pénible et douloureuse mésaventure. Donc. Voilà. Oui. Non? Si. Alors, effectivement, dans leur mode de fonctionnement, habituel, en tout cas, les robots demandent systématiquement, juste pour prévenir tout de même, je souhaite faire une objection. Ah voilà. Il me semblait que ça allait arriver un jour. Hein. Parce que je m'emballe, mais vous avez dit, et je tiens à quand même à le rappeler, nous faisons ici le procès de mon client, le robot 42. Ça va? Merci. Et non pas celui de la commune ou de toute autre personne. Ouais, écoutez, je vous demande de vous arrêter, maître Blangerès. Il est vrai que l'objection est accordée. Ah. Nous sommes bien dans une affaire qui oppose le robot numéro 42 à la famille Genépi. Que ce soit bien clair. Mais évitez d'intervenir comme ça de façon insidieuse, même à retardement. Ça risque de perturber le rythme du procès. Parfait. Voilà. Maître Hernando, veuillez l'excuser. Je vous en prie. Alors, les préliminaires, s'il vous plaît. Enfin, les éléments de l'enquête préliminaire, bien évidemment. Oui. Les robots fonctionnent en flotte et communiquent entre eux afin de se fournir mutuellement des informations. Ils sont capables d'analyser le terrain, d'évaluer un risque d'avalanche. Ils sont capables de détecter la présence d'humains dans leur zone d'affectation. Dans leur fonctionnement classique, ils assistent le pisteur qui reste maître du déclenchement des avalanches. Toutefois, ils peuvent prendre la décision eux-mêmes en cas de problème de communication. Et c'est là que le bas blesse. Puisque, en cas de problème de communication, ils communiquent avec le pisteur en fonction de leur mission et des risques qu'ils ont eux-mêmes évalués. Ce mode de décision quasi autonome peut être désactivé, auquel cas le robot rentrera théoriquement à la base sans effectuer d'intervention. Alors, selon les informations qui ont pu être récupérées, et il est important de le signaler et de l'entendre, le robot 40, lui, a détecté la présence des randonneurs. Il a signalé leur présence au robot 42, ici présent, et a bien pris en compte l'information. Le robot 40 a signalé à monsieur et madame Genépi l'opération en cours et leur a demandé de ne plus bouger jusqu'à la fin de cette opération. Tout à fait. Maître ? D'ailleurs, selon le témoignage de monsieur et madame Genépi, ceux-ci ont confirmé, il faut le dire, qu'ils avaient bien été alertés par le robot, mais ils ont
décidé de continuer leur chemin, jugeant que l'opération ne serait pas déclenchée tant qu'ils seraient dans la zone, car elle était, soi-disant, supervisée par le pisteur. Soi-disant. Je me permets d'intervenir, mais justement, notre robot a signalé tout de même plusieurs fois avoir tenté de joindre le pisteur. Il a essayé de joindre ce pisteur sans succès. Ah bah ça suffit à expliquer qu'il a essayé de joindre le pisteur à plusieurs reprises sans succès. Vous l'avez déjà dit. Oui. Est-ce que cette information a été versée au dossier? Ah oui, 2 fois, Oui, je crois. oui. 2 fois. Et je vais le faire une 3e fois. Non, Il non, a bien essayé. vrai, bien vrai, de bien vrai. joindre- Non, bien vrai, bien vrai. Alors, maître, Oui, oui, non, oui, oui. s'il vous plaît. Le mode de décision automatique, donc, est resté activé. Il semble que le robot a pris la décision tout seul, comme ça, de déclencher l'avalanche au vu de l'analyse des risques qu'il a effectuée. Bravo. Nous en reparlerons. Hmm. Je disais, nous en reparlerons. Oui, Eh bien, voilà l'exposition donc de la situation et des faits. tout à fait. Des questions? Tout est bien clair alors, hein? Très bien. Eh bien, je crois que nous allons en venir à nos témoins experts, n'est-ce Oui. pas? En commençant eh bien, par le premier, c'est toujours mieux. J'appelle donc tout de suite à venir répondre à la barre et devant notre jury populaire, le premier expert de Maître Hernando, Monsieur Patrick Gros. Monsieur Patrick Gros, il est là, présent, directeur hein, du centre de recherche INRIA Montbonneau, et qui, dans sa jeunesse, était spécialiste de la vision pour la robotique. Alors, bonjour Monsieur Gros, prenez place, s'il vous plaît. Ah, donc non. Ce n'est pas mon Très expert, bien, ça doit on être sent ça. déjà hein, que votre cœur chavire. Alors, vous confirmez que vous êtes bien Monsieur Gros? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Bien. Est-ce que vous pouvez, avant de dire toute la vérité, etc., est-ce que vous pouvez nous préciser cette spécialisation de la vision pour la robotique? Ben, pour que les robots voient, il ne suffit pas de leur mettre une caméra, faut-il qu'ils comprennent leurs images. Donc j'ai essayé de travailler pendant quelques années à aider les robots à comprendre les images que leur envoyait leur caméra. D'accord. Avant, ils voyaient, mais sans savoir... Ben, ils ont des images, mais s'ils ne sont pas capables d'en faire quoi que ce soit, ça ne les aide pas beaucoup. Oui, la plupart des enfants qui sont devant la télévision font pareil, hein, finalement. Alors, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, levez la main droite et la jambe gauche et dites « je le jure ». Je suis désolé, j'ai été mal programmé dans ma jeunesse, Oui, je ne vois peux pas que- lever un seul bras à la fois. C'est bien, vous êtes ambidextre. Alors, Maître Hernando, je vous le laisse et la parole est à vous. Et je vous en remercie, monsieur le juge. Monsieur Gros, pour que nous ayons tous une bonne idée de ce dont nous parlons, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un robot? Ah, c'est une excellente question. Alors déjà, robot, le mot robot vient d'un verbe russe, работать, qui veut dire travailler. C'est-à-dire qu'un robot est un système fait pour travailler, lui. Je ne le prends pas personnellement. Ah ben non, d'autant qu'il me regardait. Alors, on utilise le mot robot actuellement pour d'autres choses, par exemple pour certains programmes qui se promènent sur Internet pour regarder des pages web. Donc comme je l'ai dit, eux, ils se promènent. Je vous le dis, monsieur le juge, ce sont de vils usurpateurs. Votre Altesse, je préfère. Votre Altesse. Merci. Un robot, donc, au sens classique du terme, c'est un système mécanique, électronique et informatique qui peut agir, travailler dans le monde réel. Alors pour ça, il est un peu fait comme vous, monsieur, votre Altesse. On lui donne des capteurs pour percevoir son environnement, des caméras, des capteurs laser, des capteurs de température, de pression. On lui donne des bras, des jambes. Alors, un moyen de locomotion, c'est un robot mobile, alors des ailes, des hélices, des roues, des pattes. On lui donne des bras, un porte-outil, quelque chose pour agir. Et on lui donne un moyen d'être adaptatif. Donc, un ordinateur qui va être l'équivalent d'un cerveau, enfin pour ceux qui en ont un, qui va lui permettre de prendre des décisions. Et enfin, on va lui donner un moyen de communication, donc grosso modo quelque chose qui ressemble à un téléphone,
qui va lui permettre de communiquer soit avec d'autres robots, soit avec un opérateur humain. Ce qui est très important et qui différencie un robot d'une vulgaire machine, c'est qu'un robot est capable d'autonomie. C'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter tout seul ou de prendre des décisions. Donc si l'opérateur a tout décidé ou qu'il opère à distance, vous avez là une vulgaire machine, je dirais sans intérêt. Si le robot est capable de prendre tout seul des décisions, de s'adapter à une situation imprévue, alors là, vous avez un vrai robot. Très bien, je vous remercie pour ces précisions. Est-il envisageable de penser que ce robot, avec toutes ses capacités, puisse être défaillant, qu'il puisse avoir des problèmes? Et s'il a des problèmes, quelles sont les origines de ces problèmes? Par exemple, est-il possible de penser que ce robot, tout aussi doté qu'il soit, n'ait pas eu suffisamment d'espace dans sa petite carlingue pour faire de l'ordinateur, ou qu'il n'ait pas pu servir de ses petites mains pour sortir son portable? Objection, votre honneur, dénigrement... Objection accordée. Laissez-moi le temps de répondre, merci, s'il vous plaît. Non, je dis dénigrement de mon client avec ses petits gestes, tout de même. Ça reste un robot. Maître Hernando, évitez les mimes. Alors, je dois reconnaître qu'un robot, comme toute machine, peut avoir quelques défaillances, mais nous en avons tous. Alors, on peut reprendre. C'est un système mécanique. En cas de choc, une pièce peut casser, se fendre, se tordre, ne plus marcher tout à fait correctement. Une pince peut rester ouverte, fermée, ne pas répondre à une commande. C'est un système qui a de l'électronique. De temps en temps, un circuit peut être grillé. C'est un système qui a des capteurs. Donc il y a une caméra, mais est-ce que la caméra voit tout ou non? Est-ce qu'on a été capable de bien interpréter les images? Peut-être que s'il y avait de la neige, ça a compliqué un petit peu la reconnaissance de la scène. Est-ce qu'on a bien reconnu les objets? Donc oui, il peut y en avoir. C'est un système qui a une batterie, donc de temps en temps, il n'y a plus assez d'énergie. Donc le robot doit choisir s'il continue à voler ou s'il communique, mais il peut peut-être plus tout faire à un moment. Et puis c'est un système informatique. Alors on connaît tous les problèmes des systèmes informatiques. Alors de temps en temps, vous avez un bug, tout s'arrête, plouch. Donc là, le robot tombe. Comment faites-vous? C'est un bruit caractéristique. Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? J'ai un copyright, je suis désolé, au-delà de 2, je dois payer. Très bien, non mais je le note, vous inquiétez pas. Écrivez pouloulou, loulou. Ensuite, il y a un problème, ce robot a été programmé. Alors on peut imaginer plusieurs choses. Tout d'abord, la personne qui l'a programmé ne lui a pas donné les bonnes instructions. Voilà. Ou lui a donné de bonnes instructions, mais en fait s'est trompé quand il a donné les instructions. Soit la personne qui l'a programmé ne connaissait pas les bonnes instructions et lui a donné des instructions insuffisantes pour faire face à l'imprévu. Et enfin, j'ai dit que c'était un système communicant. On peut toujours imaginer que le système a été piraté par quelqu'un caché dans les bois qui aurait pris la main sur le robot. Alors effectivement, Monsieur Gros, nous allons justement nous attacher tout au long de ce procès de vérifier tout ça. Là, vous avez parlé effectivement de robots en général. Avez-vous connaissance des pièces du dossier, de ce dossier concernant le robot 42? Alors, je ne connais pas personnellement Robot 42. Ah bah voilà, il est juste là, Robot 42, donc, Monsieur Gros. Je n'ai pas eu l'occasion de le démonter, et donc je n'ai qu'une connaissance imagée et lointaine de Robot 42, oui. Alors, peut-on tout de même, malgré cette connaissance parcellaire, imaginer qu'il y a des défaillances que l'on peut déjà évacuer, hein, comme ça fera du bien à tout le monde. Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que la perception, alors est-ce qu'il a bien vu les choses? Alors, ce qu'on peut regarder, c'est de savoir si les actions qu'il a menées correspondent à ce qui était attendu d'un robot de cette flotte dans ces circonstances. Bon, alors moi qui connais le dossier, je peux vous dire que oui. Alors, on peut essayer de préciser un petit peu. Alors, faites. A-t-il détecté correctement, est-il au courant, pardon, c'est le 40 qui devait détecter, le 42 a été mis au courant du fait que des personnes étaient là. Alors, effectivement, donc, oui. Voilà.
Est-ce qu'il a suivi les instructions qui lui étaient données, c'est-à-dire est-ce qu'il a essayé de joindre le pisteur? Son mode automatique était-il activé ou non? A-t-il pris des décisions qui étaient contraires aux instructions qui lui étaient données? Voilà. On peut regarder son comportement et vérifier déjà si son comportement est conforme aux spécifications qui lui ont été données. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres failles, mais on peut déjà regarder s'il a eu un comportement aberrant. Est-ce que l'avalanche a été déclenchée parce qu'il est tombé dans la neige, parce qu'il n'avait plus de batterie, ou parce qu'il a travaillé correctement? Eh bien alors, je me permets en tant qu'avocate de la défense de vous dire que non, tout va bien. Ah bah vous me rassurez, donc tout est fini. Non, tout n'est pas fini, mais en tout cas, il y a effectivement quelques défaillances que nous pouvons déjà évacuer. Il a effectivement communiqué avec le 42, il a effectivement communiqué avec le pisteur plusieurs fois sans réussir, comme je l'ai indiqué plusieurs fois au départ. Il a essayé tout ce genre de choses, il n'est pas tombé faute de batterie, bref, il a fait ce qu'on a attendu de lui. Merci beaucoup, monsieur Gros, vous avez été parfait. Bien. Maître Hernando, quelque chose à rajouter? Oh non, puisque Maître Blangerès fait le projet toute seule. Allons-y. Je vous remercie beaucoup, monsieur Gros. Pas de procès, d'attention, monsieur Gros. Merci pour votre brillante intervention. Sachez que malgré tout, il reste beaucoup de questions en suspens encore. Et ma dernière question était de savoir si vous vous cachez souvent dans les bois. Personnellement. Non, j'ai tout ce qu'il faut pour interagir. Vous avez tout ce qu'il faut, très bien, je le note également. Je le rapporte au dossier parce que voilà, on avait des doutes. Le doute est levé. Merci, monsieur Patrick Gros. Eh bien, nous allons passer tout de suite, cher jury, l'expert numéro 2. Monsieur, donc j'appelle à la barre monsieur Radu Matescu, chercheur à l'INRIA, spécialiste de la modélisation et la vérification formelle de systèmes parallèles et distribués. Rien que ça. Effectivement, personne ne sait de quoi il s'agit, et pourtant, monsieur Matescu le fait. Voilà. Merci, maître. Monsieur Radu Matescu, comment vous appelez-vous? Je m'appelle bien Radu Matescu. Oui, mon papa c'est bien vous Toto. surtout. C'était le sens de ma question. C'est bien vous? Lui-même en personne. Bien. Alors oui, pouvez-vous nous rappeler votre spécialisation, s'il vous plaît? Je pense que le jury en a besoin. Je travaille dans le domaine de la modélisation et de la vérification formelle de systèmes parallèles et distribués. Voilà, exactement ce que j'avais dit avant, en fait. Bon, bah vous nous le rappellerez à la fin, on ne sait jamais. Bien, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Posez la main droite sur le cœur, la main gauche sur le front, en levant les yeux au ciel et dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Très bien fait. Maître Hernando, il est à vous. Tout à fait. Monsieur Matescu, selon vous, est-ce qu'il y a pu avoir un dysfonctionnement dans le comportement du drone ou même dans le fonctionnement du comportement de ses semblables ce jour-là? Selon moi, la question est simple et la réponse va être compliquée. Ah, c'est souvent le cas en science, malheureusement. Allez-y, nous sommes là pour ça, monsieur Matescu, nous sommes là pour ça. Voilà, donc qu'est-ce qui fait fonctionner un drone en fait? C'est le logiciel qui est embarqué sur le drone. Mais le drone n'était pas tout seul, il travaillait avec ses copains, donc il formait une flotte et ils discutaient entre eux, donc en s'envoyant des messages. Cette chose-là constitue un système distribué, qui est par nature quelque chose de complexe, puisque ça mélange les calculs locaux, qui sont faits par chacun des drones, et les communications qu'ils se font entre eux. Et cela fait qu'il peut y avoir de nombreuses sources d'erreurs si on n'y a pas pris garde. Donc, il s'agit de, on parle ici de sûreté de fonctionnement ou de propriété fonctionnelle. Par exemple, il ne suffit pas qu'il n'y ait pas de bug dans les logiciels qui pilotent les drones individuels. Encore faut-il que ces drones, travaillant de concert, aient pu mettre en œuvre la mission et rentrer à la base comme il faut. Donc, par exemple, une propriété qu'on appelle le blocage, ça pourrait être qu'un drone ne peut pas décoller puisqu'il est en train d'attendre son copain qui, à son tour, est en train d'attendre le premier drone. Donc, un drone qui ne fait rien, on peut dire qu'il ne fait rien de mal, mais par son absence d'action, il peut causer du tort. Et une autre propriété, ce serait l'absence de famine, c'est-à-dire un ou plusieurs drones qui se sont déjà envolés et qui ont commencé leur mission. Ils ne commencent pas à avoir un dialogue de sourds en s'envoyant des messages sans arrêt, ce qui les empêche de poursuivre leur mission, de faire des calculs utiles et de progresser.
de mener à bien la tâche et de rentrer à la base. Donc, pour assurer ces propriétés-là pour un système complexe comme une flotte de drones, le constructeur, il ne suffit pas qu'il ait sous les yeux son cahier des charges écrit en français où il y a les idées principales de ce que le drone devrait faire qui sont notées, et puis qu'il se mette à écrire directement le code qui va être embarqué sur le drone. Ça a peu de chances de marcher de cette façon-là. Donc, pour ces systèmes complexes et critiques, on utilise un processus de conception rigoureux qui est basé sur ce qu'on appelle des méthodes formelles. C'est-à-dire, d'abord, on construit un modèle mathématique un peu abstrait de ce que est le comportement d'un drone, de comment la communication avec ses semblables doit se faire et comment tout cela va être concerté. Ce modèle-là, on peut l'analyser automatiquement avec des outils de vérification ou des outils de simulation et de test. Et quand on est sûr qu'il n'y a plus d'erreurs dans ce modèle formel, on construit le logiciel qui sera embarqué sur le drone en respectant le plus finement possible ce qu'a décrit le modèle formel. Donc ce genre de méthodologie rigoureuse fait l'objet d'attention de la part des autorités de certification et ces exigences de rigueur sont formalisées dans des documents qui sont des normes ISO. Que vous avez en main, maître ? Remets. Effectivement, monsieur le juge, je demande à ce que soit versée la pièce à conviction B54/002 ou approximativement, puisque ceci est le certificat du constructeur. C'est un certificat qui date de 2027, pardon. 2007, ce serait 2027, un peu ancien, non, oui, bien sûr. De 2027. Très bien, je vais la verser au dossier. Par Nous contre, sommes en 2028 oui. Et je souhaitais demander à monsieur Matescu si c'était la dernière norme en vigueur ou s'il y avait d'autres normes en vigueur. Il s'agit bien de la dernière norme en vigueur, mais en ce moment, il y a une nouvelle norme qui est en cours d'élaboration à l'ISO. Donc, l'ISO, alors. Qu'est-ce qu'une norme ISO et à quoi cela sert-il? Donc l'ISO, c'est l'Organisation internationale de standardisation. Et son rôle, c'est de réunir des groupes d'experts de nombreux pays, de les faire travailler sur un sujet important. Et leurs conclusions et leurs recommandations sont formalisées dans des documents que les constructeurs des systèmes critiques, en l'occurrence, doivent suivre. Merci beaucoup pour ces précisions, je vous en prie. Poursuivez. Donc, il est vrai que le drone en question, numéro 42, a été conçu par le constructeur suivant les recommandations de la norme en vigueur à l'époque, c'est-à-dire celle de 2027. Alors, cependant, oui, c'est ça. Avant de continuer, et toujours pour mon client, est-ce que il a été construit avec les normes de 2027? Est-ce pour cela que ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est pas parce qu'il n'a pas eu la toute dernière certification à la mode que il ne fonctionne pas? À première vue, on pourrait être tenté de croire cela. Puisque, juste une petite parenthèse, donc la norme qui est la dernière en cours de préconisation stipule que non seulement le constructeur doit construire un modèle formel, prouver l'absence d'erreur, donc vérifier exhaustivement le modèle, mais en plus, pour produire le logiciel qui va être embarqué sur le drone, il faut le générer automatiquement à partir de ce modèle formel en utilisant un compilateur qui serait lui-même certifié. C'est un peu compliqué, mais... Oui, ça l'est, je vous le confirme. On y est presque aujourd'hui. Cependant, donc après examen des traces d'événements qui étaient contenues dans les boîtes noires des drones pendant la journée en question, donc ces traces-là mémorisent tous les événements que le drone a fait pendant sa mission, ainsi que ses semblables et leur communication. Donc en examinant ces boîtes noires, on a constaté que le fonctionnement était normal ce jour-là, c'est-à-dire conforme au modèle formel que le constructeur avait développé pendant le processus de conception. Voilà. c'est important et c'est à noter. Donc, effectivement, la pièce que vous avez rajoutée au dossier, qui date de 2027, n'est pas une preuve qui incrimine le fonctionnement de ce drone parce qu'il n'aurait pas la certification 2028. 29. Merci, maître Blangerez. Maître Hernando, quelque chose à rajouter? Absolument pas, non. Bien. Eh bien, monsieur Radu Matescu, merci beaucoup pour votre intervention. Voulez-vous nous rappeler votre spécialisation, s'il vous plaît?
Je travaille dans le domaine de la modélisation et de la vérification formelle de systèmes parallèles et distribués. Ah oui, toujours. Est-ce que, Toujours. avant que Monsieur Oui, Matescu s'en aille, je peux lui demander Allez-y. comment est-ce qu'il expliquerait sa fonction, sa spécialisation, à des enfants, je dirais, d'environ 10 ans? Objection. Comment monsieur Matescu ferait-il ça? Enfin, c'est Maître inexplicable. Hernando, objection refusée. Bon, qu'il essaie. Imaginez que j'ai 5 ans et que je vous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hop. Pardon, mais ça se voit, maître Blanc-Gérèse. Que je n'ai vous pas n'avez pas 5 ans? 5 ans. Ah oui, oui. non. Je me lève chaque matin, je me rase, je vais au bureau et je fais de très jolies choses. Eh bien voilà une simplification qui m'a Merci beaucoup, Monsieur et Matescu. une belle vision de vos professions. Merci Monsieur Matescu. Vous Merci, pouvez Monsieur Matescu. regagner la place Merci qui beaucoup. vous a été attribuée Votre à côté éminence. de Madame mademoiselle le procureur. Matescu. N'en faites Merci. pas trop non Maître. plus, Monsieur Merci à Matescu. vous, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Votre Majesté suffira amplement. Merci en tout cas pour votre intervention. Tout à fait. Bien, eh bien, nous en arrivons à l'expert numéro 3, si je ne m'abuse, hein, si je suis dans le bon ordre. J'appelle donc désormais à la barre, il se reconnaîtra, Monsieur Alain Giraud, expert en systèmes embarqués, sûreté de fonctionnement et en optimisation multicritère. Nous On dirait avons qu'il de la se la chance, il s'est reconnu. Un peu. Bonjour. Monsieur Giraud, Oui. ça va? Oui. Long. Quand on se permet d'avoir des appellations de ce genre, je me permets de vous dire que c'est un peu trop. Alors, c'est quand Monsieur Giraud, je vous en prie, laissez la course exprimer. Vous êtes bien Monsieur Giraud, A-U-L-T. C'est bien moi. Vous confirmez? Oui. C'est bien vous? Oui. Vous n'avez pas de frère jumeau? Non. Bon. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez les deux bras bien haut et applaudissez, dites je le jure. Je le jure. Refaites-le, ce n'est pas très enthousiaste ça. Ah, très bien. Maître Blanc-Gérèse, c'est Tout à à fait. vous. Alors, Monsieur Giraud, merci déjà d'être présent parmi nous aujourd'hui. Une question simple, dont la réponse, j'espère, sera simple. Également, peut-on être... Vous voyez, bah moi aussi j'ai peut-on être. Ça marche pas. C'est pas joli. Peut-on être sûr de la fiabilité du robot? Alors, pour répondre à cette question, maître, il faut définir ce qu'est la fiabilité. Donc Voilà. la fiabilité, c'est une probabilité. Donc une probabilité, c'est un nombre réel entre 0 et 1. Et donc la fiabilité, c'est la probabilité qu'un système fonctionne correctement pendant la mission qui lui est impartie. D'accord. Voilà, c'est Sachant ça, la que définition. 0, c'est pas bien. Voilà. Alors, 1, donc, c'est super. exactement. Donc 1, c'est l'événement qui est totalement sûr. Voilà. Donc la probabilité que ça se produise tout le temps. Et 0, c'est l'événement qui se produit jamais. Donc, voilà. D'accord. Donc une fiabilité de 0, ça voudrait dire que le robot ne marche jamais. Et 1, ça voudrait dire qu'il marche absolument parfaitement tout le temps. D'accord. Et donc, est-ce que c'est 1 que nous attendons? Alors, non, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Ah, Et donc, malheureusement. On l'a dit. pour tous les systèmes à sûreté critique, Pardon. ceux dans lesquels les vies humaines sont en jeu, donc c'est le cas du drone numéro 42 qui a pour mission de lancer des charges explosives. C'est le cas aussi des avions, etc. C'est le cas des voitures autonomes qui roulent sur nos routes depuis 2025, hein, vous savez. L'exigence qui est requise, c'est une fiabilité supérieure à 0,99999999. Ce qu'on appelle la règle des 9-9. Voilà. C'est clair. 9 après la virgule. C'est ça. Voilà. D'accord. Et donc, alors, pardon, j'insiste, comment ça se fait qu'on n'attend pas 1? Eh Parce ben, que, quand même, comme je l'ai dit, voilà, la précision, la perfection n'est pas de ce monde. Il peut toujours y avoir alors des bugs logiciels qui peuvent rester dans le système malgré les prouesses faites par mon éminent collègue Monsieur Matescu. Il peut y avoir des perturbations électromagnétiques. Donc vous savez que la Terre est bombardée en permanence par des charges électromagnétiques qui viennent du Soleil, qui sont... donc l'atmosphère fait bouclier, mais il en reste quelques-unes qui viennent. Et si ces particules électromagnétiques viennent à taper un composant électronique, ça provoque un basculement 0,1. Donc c'est ce qu'on appelle un glitch.
Et ce glitch peut provoquer derrière un problème électronique. C'est un joli mot pour une catastrophe, quoi, finalement. Eh ben, ça dépend de comment le système a été protégé derrière. Donc voilà, donc 1, on peut jamais l'atteindre. D'accord, très bien. Donc 1, on n'aura pas. Non. Très bien. Par contre, 0,999999999, c'est ce qu'on attend. Très bien, très bien. Et donc le système n'est pas tout à fait fiable, mais toutefois, et ça fait partie un petit peu du travail de Maître Blangerès de vous poser la question, mais quels sont quelles sont la série de calculs ou sa façon de procéder? Comment fait-il avec cette marge d'erreur pour prendre ses décisions, ce brave drone numéro 42? Alors, donc ce qu'on commence par faire, c'est faire la validation fonctionnelle du système. Donc c'est ce qu'il doit faire. Donc par exemple, donc ce drone est équipé de plusieurs lois de commande, donc pour contrôler l'altitude, par exemple, pour contrôler la trajectoire, et pour la vision, et puis à la fin pour décider s'il doit ou pas larguer une charge explosive. Donc chacun de ces programmes, on vérifie qu'ils marchent fonctionnellement, et puis après, c'est des morceaux de code, donc du code informatique, qu'on fait tourner sur un processeur. Alors, comme je l'ai dit, le processeur, en cas de particules électromagnétiques qui viendraient taper dessus, ce processeur peut avoir une défaillance. Donc pour se protéger de ça, on fait de la redondance. Donc on met plusieurs processeurs et du coup on fait tourner le même code sur 3 processeurs et on vote. On vote, donc du coup s'il y a eu une particule qui a tapé un des 3 processeurs, il y aura une erreur, mais les 2 autres, eux, ils n'auront pas été affectés par cette erreur. Donc eux, ils auront le bon résultat, et donc on aura 2 bons résultats, un mauvais, on vote et on peut savoir quel est le bon résultat. Très bien. Une fois que donc, nos processeurs sont allés aux urnes, il y a donc un temps de dépouillement, puis les résultats sont annoncés, puis la presse arrive. Enfin, soyons sérieux, s'il vous plaît, Monsieur Giraud. Effectivement, il y a moult calculs effectués par moult processeurs, nous l'avons bien compris. Combien de temps tout cela prend-il? Et ma question sera donc la suivante. Est-il possible que le temps de calcul puisse impliquer un incident ou un défaut d'appréciation? Je reformule. Pour nos jeunes jurys, est-ce que, entre le temps où il analyse la situation sur le terrain et où il largue sa charge explosive... Doucement sur les mimes. Pardon, je sais que c'est mon défaut. Est-il possible que ce temps soit responsable d'un accident? Alors, en théorie, oui. Donc, pour revenir sur le cas du vote, rassurez-vous, hein, les processeurs ne vont pas aux urnes, il n'y a pas de dépouillement. Ça se fait avec des portes logiques, donc c'est pas instantané, comme tout calcul informatique, mais c'est quelques nanosecondes. Donc alors, vous avez tout à fait raison de poser la question. Donc tout ça prend du temps. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'après qu'on ait fait la vérification fonctionnelle, donc confère mon éminent collègue, M. Mateescu, on fait la vérification des propriétés. Oui. Pas de publicité pour M. Mateescu dans ce procès, merci. On fait la vérification des propriétés non fonctionnelles. Donc les propriétés non fonctionnelles, c'est typiquement la fiabilité et le temps de calcul. Et le malheur, c'est que si on parle de ces 2 propriétés non fonctionnelles, fiabilité et temps de calcul, c'est qu'elles sont antinomiques, c'est-à-dire que quand on améliore l'une, en général, ça pénalise l'autre. Donc un robot n'est jamais vraiment ni fiable, ni fiable. Ni fiable ni rapide. Alors non, on peut pas être. On doit jouer. Enfin, on doit choisir entre les deux. On peut être ultra fiable et ça prend du temps parce qu'il faut faire les calculs plusieurs fois, il faut voter, il faut vérifier. Ou alors, on peut être très rapide et du coup, on a sacrifié la fiabilité. Donc, le travail des concepteurs, c'est justement de trouver le bon point d'équilibre de telle sorte que on satisfasse à la fois les contraintes de fiabilité 0, 999, 999, 999 et les contraintes de temps. Donc, qui sont spécifiées par les ingénieurs pour justement garantir que le robot peut suivre sa trajectoire et qu'entre la perception et la décision, il y a un temps, etc. Et alors, ça coûte de l'argent. Par exemple, il faut mettre des processeurs un peu plus rapides, il faut mettre plus de processeurs. Donc, par exemple, dans les avions aujourd'hui, toutes les lignes de commande sont tripliquées. Donc, on a 3 lignes de processeurs qui font exactement tous les calculs. Et si on oublie de faire ça,
on a le bug qui s'est passé il y a 20 ans sur le Boeing 737. Vous savez, les deux... Enfin, vous n'étiez pas nés, mais les deux avions qui sont tombés à ce moment-là. Je vous remercie de l'avoir noté. Merci. Je n'ai pas d'autres questions pour Monsieur Giraud, qui est charmant. Hernando, s'il vous plaît, point de personnalisation des témoins. Pardon, Merci. Monsieur le juge. Maître Blanc-Giresse, quelque chose à rajouter? Non, écoutez, j'ai trouvé ça très clair. C'est que finalement, puisque s'il y a de l'argent, on peut être à la fois fiable et rapide. Il n'y a donc pas de fatalité, sauf quand on est dans le 0,0000001%. J'ai oublié un zéro, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Giraud. Et c'est marrant, Merci. plus on parle de ce robot, et plus en termes de fiabilité, il me rappelle ma femme, là. C'est dingue, hein, comme quoi le robot et l'homme, ou la femme, hein, d'ailleurs, peuvent se rejoindre. Merci, vous pouvez glisser jusqu'à votre place, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Giraud, AULT. Eh bien, il est temps de passer à notre expert numéro 4. Vous pouvez y aller, hein, si vous le souhaitez. Allez-y. Allez-y, parce qu'ils ont un autre procès. Ils sont accusés de vol d'enfant. Cette dame est accusée de vol d'enfant. Donc, il va falloir régler le problème en salle 12. Très bien. J'appelle un éminent spécialiste maintenant. Nous avons vraiment le grand plaisir d'accueillir. C'est Monsieur Cédric Loradou, chargé de recherche à l'INRIA, expert en sécurité informatique et spécialiste non, objection, votre honneur. de la sécurité Objection, des c'est un mignon. Non, objection. La science n'empêche Je pas l'humour, réclame Maître une Hernando. expertise psychiatrique pour ce témoin. Non, Maître Hernando, la S'il vous légèreté plaît, n'empêche objection. pas la Suspension d'audience. Non, c'est tout à fait... Nous sommes en 2028. Arrêtez tout de suite. Arrêtez ou j'arrête le débat et je fais éjaculer la salle. Hein. C'est très simple. Hein. Asseyez-vous, je sais. Allez, ça nous apprendra à faire des choses. Nous feindrons de ne pas avoir compris. Monsieur Loradou est ce qu'il est. Mais c'est- On l'accepte comme une personne C'est en tant une que telle. tentative de déstabilisation du Nous jury. Moi, sommes j'étais des tout à fait professionnels. d'accord, je n'ai Le aucun barreau est un problème avec ça, votre professionnel. sainteté. On s'en sortira quand même, malgré tout. Regardez dans la salle, il y a des gens qui sont tout aussi originaux. Hein. Tout le monde voit très bien que cette S'il lampe vous ne plaît. fonctionne pas. Merci. C'est pour montrer à tous que la science peut aussi être rigolote. Très bien. Nous avons perdu 10 minutes, ce sera facturé, hein, je vous préviens. Ouais, la justice aussi a besoin de manger. Bien, monsieur Loradou, vous êtes d'où? De Grenoble. De Grenoble, donc c'est bien vous, malgré ce déguisement ridicule. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Dites, j'aime la recherche, INRIA est tout pour moi, je le jure. J'aime la recherche, une banana est tout pour moi, je le jure. Vous avez triché, on ne va pas vous croire. Attention à la sincérité, monsieur Loradou. Hein. On vous l'a déjà dit. Lydia est tout pour moi. Bien. Maître Blanc-Giresse, je crois que c'est à votre tour. Alors, tout à fait. Laissez-moi tout d'abord vous dire que j'aime beaucoup votre déguisement. Oh, Et objection, Non, s'il tentative. vous plaît, je discute avec mon témoin Refusez, expert. Refusez. Alors, monsieur Loradou, vous êtes là pour nous parler un petit peu de Je sais pas s'il est vraiment là, hein. actes. Si, Est-ce dont- bien lui? Oui, dont si, on- si, je suis bien là. Oh, On entend parler un petit peu de partout, à savoir, est-ce qu'on peut envisager que mon client, le robot drone numéro 42, ait été victime d'un acte de malveillance, d'une attaque informatique? Donc, comme déjà mentionné par Patrick Gros, le premier expert, on peut imaginer que quelqu'un, caché dans un buisson avec des lapins, Dans les bois. dans les bois, et donc eh bien, essayer de faire une attaque informatique pour faire dévier le comportement du robot, pour lui faire faire un petit peu ce qu'il voulait. Et alors, quelles sont, pour que nous puissions tous bien comprendre de quoi il s'agit, quelles sont les différentes façons dont on peut peut-être prendre contrôle de ce drone? Je l'explique notamment aux jeunes générations qui ont tous plus ou moins prévu d'être hackers plus tard. Donc, un drone, c'est un système cyberphysique, donc, qui a des capteurs, qui a un logiciel qui tourne. Et donc, on peut agir sur les capteurs, sur le logiciel. Donc, sur les capteurs, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, un drone a besoin de contrôle navigation. Donc, pour assurer sa navigation, il doit mesurer son altitude et puis mesurer le vent, un certain nombre d'éléments donc pour lui permettre de voler. Et donc, on peut imaginer déjà qu'un attaquant puisse interagir avec certains éléments. Par exemple, pour le contrôle d'altitude, beaucoup de drones utilisent aujourd'hui donc des capteurs à ultrasons
Et donc on peut imaginer, et il y a des hackers qui l'ont démontré, qu'en envoyant des ultrasons, on peut faire affecter les mouvements du drone, donc en lui faisant croire qu'il est plus bas alors qu'il est déjà très très haut. Donc c'est déjà une première possibilité. Et puis donc j'ai dit contrôle navigation, qui dit contrôle dit communication avec un opérateur potentiellement, donc que ce soit d'autres drones ou un opérateur humain qui va le contrôler. Et donc s'il y a une interface de communication, ça veut dire qu'une personne peut essayer d'usurper l'identité d'un opérateur légitime pour prendre le contrôle du drone et lui faire faire ce qu'il veut. Ça y est. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait possible. Très bien. Maître Hernando? Ah oui, si c'est possible. Si c'est possible. Si c'est possible. Parce que, Monsieur Leradou, témoin d'un doute, il est fort rare de voir une horde de lapins embusqués dans un buisson pour dézinguer un drone. C'est assez rare. Faut bien le reconnaître. Alors, les lapins sont rarement diplômés en informatique. Ça arrive. Dans votre monde, peut-être le sont-ils, dans le nôtre, moins. Alors, objection, votre honneur, on est en train de détruire toute la race des lapins. Laissons-les tranquilles, ces lapins. Alors, on ne note pas cette... Merci très bien, Monsieur le Président. Je le note pas. Alors, serait-il possible de vérifier s'il y a eu un acte malveillant, de lapin ou d'autre, en vérifiant, en analysant le cerveau, la mémoire du drone? Donc le drone dispose d'un certain nombre de mécanismes, de boîtes noires. Quand on va vouloir vérifier toutes les actions du drone pour essayer de déceler une action malveillante, il va falloir donc regarder bien tout le contenu du système, donc que ce soit la mémoire vive, les mémoires mortes. Oh les pauvres. Et donc, ah oui, c'est une épreuve. Et donc, quand on va faire cette introspection, on va essayer donc de reproduire les conditions qui ont amené à l'incident. Et donc, on va vraiment essayer de reproduire complètement tous les événements. Et ce qui est difficile, c'est vraiment d'être sûr qu'on est en train de reproduire tous les événements. Donc, on va essayer de rejouer complètement le programme. Et ça, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a un certain nombre de mémoires, comme les mémoires vives, qui s'effacent au bout d'un moment. Et les attaquants savent très bien se cacher dans ces mémoires vives pour faire que leur code disparaisse au bout d'un moment. Et donc, si on ne fait pas une image littéralement une autopsie très rapide du drone après l'incident, c'est assez difficile de savoir qu'est-ce qui a été complètement exécuté par le drone. Donc on peut imaginer qu'un lapin méchant ait pu... On a dit qu'on n'en parlait pas. Donc Trouvez un autre exemple, Monsieur Leradou, j'en suis sûr que vous avez une imagination débordante. C'est pas ce que vous avez contre les lapins. Rien, à part la myxomatose. Ah, c'est un bon argument. Oui, merci, je vous remercie. Donc, Maître Hernando, en qui je place tout mon respect, bien entendu, ça n'a aucun rapport avec ce que je vais dire ensuite, a tenté de vous faire dire qu'il n'y avait pas de preuve d'une attaque de hacker. Bien, moi j'ai envie de vous demander, du coup, a-t-on la preuve qu'il n'y a pas eu attaque d'un hacker? Non. Voilà, merci. Vous pouvez développer. C'est bien quand les questions sont très claires. Hein. Oui, oui, c'est le propre de Maître Blangerès. S'il vous plaît, Maître Merci Hernando, beaucoup, s'il Maître vous plaît. Hernando. Ne retardez pas les débats. Donc allez-y, je vous en prie, développez. On ne peut pas savoir qu'il n'y a pas eu... Donc effectivement, hein, si on n'est pas capable vraiment de faire une autopsie directe du drone, il y a des techniques informatiques d'attaque qui permettent vraiment de masquer l'exécution d'un code malveillant. Et donc si on n'est pas capable de reproduire à 100% l'environnement, et vraiment, quand je dis environnement, c'est tout ce qui s'est passé sur le drone au niveau des capteurs, donc il faudrait vraiment imaginer reproduire la scène vraiment à l'identique, eh bien on peut avoir un doute sur le fait qu'on ait été capable de détecter une attaque ou pas. On peut avoir un doute. Et d'ailleurs, à ce propos, existe-t-il des normes qui garantissent des aspects de sécurité de ce type? Alors, on a fait des progrès. Donc, si on regarde 10 ans en arrière, donc en 2019-2020, il n'y a aucune norme qui permet de garantir la sécurité de fonctionnement des drones à l'heure actuelle.
Donc les autorités ont quand même légiféré sur ces questions-là, en incitant tous les gens qui produisent des objets connectés, dont les drones, à renforcer la sécurité pour éviter donc, les attaques informatiques. Cela dit, une norme, ce n'est pas une preuve non plus. Donc ce n'est pas aussi fort que les travaux brillants de mon collègue Radu. Décidément. Mais c'est juste essayer de faire que on a ce qu'on dit, les Anglais diraient du best effort. Donc essayer de faire au mieux pour garantir la sécurité du drone. Merci beaucoup, Monsieur Loradou. Je pense que nous avons terminé. Oui, je n'ai plus de questions non plus, votre honneur. Très bien. Plus de questions. Merci, monsieur. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Vous allez rejoindre votre monde. Banana. Bon voyage. Merci, monsieur Lormanodou. En tout cas, vous donnez une belle image de sérieux et de rigueur de la recherche française. Et je pense que c'est là pour rassurer notre jury. Tout à fait. Voilà, soutenons la recherche, bien évidemment. Soutenons-la. Eh bien, il est temps de passer à notre dernière expertise, si je puis me permettre. Alors, il s'agissait au départ de monsieur Pierre-Brice Weber, chercheur à l'INRIA également, mais qui brille par son absence et qui illustre bien là les limites de la fiabilité. Maître Blanc-Gérès, vous décidez de rappeler à la barre monsieur Giraud, je crois. Tout à fait, déjà parce que j'ai beaucoup apprécié sa première intervention, et puis parce que je souhaite qu'il puisse nous parler un petit peu de questions d'éthique. L'éthique là-dedans et l'éthique dans tout ça. Et Merci toc. beaucoup. Merci d'être venu, c'est très bien de votre part. Monsieur Giraud, toujours à ULT. Toujours. Vous n'avez pas changé. Non. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mettez les deux mains devant la bouche et dites je le jure. Je le jure. Ah, bien sur la bouche. Très bien, merci. On vous croit. Alors, monsieur Giraud, je vous fais venir pour parler un petit peu d'éthique parce que il me semble qu'on oublie régulièrement mon pauvre client. Est-ce qu'il y a la possibilité, peut-être, que eh bien, les créateurs aient pu penser à tout ce genre de choses en amont? Quelle est finalement l'implication qu'on peut attribuer à mon client? Alors oui, les programmeurs y ont pensé. En fait, c'est des idées qui existent depuis la première moitié du XXe siècle. On ne connaît pas, c'est loin. Là, voilà, donc en 1942, Isaac Asimov, donc auteur de science-fiction, avait énoncé ce qu'on appelle les 3 lois de la robotique. Donc la première loi, c'est qu'un robot ne doit jamais porter atteinte à un humain, ni par son inaction permettre qu'un humain soit blessé, et évidemment mort. Donc ça, c'est la loi numéro 1, ne pas blesser les humains. La loi numéro 2, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les humains, sauf si cet ordre contredit la première loi. Et loi numéro 3, un robot doit protéger son intégrité physique, sauf si ça enfreindrait la première ou la deuxième loi. Et donc, depuis quelques années qu'on a des robots parfaitement autonomes qui sont capables, donc qui sont équipés de technologies d'intelligence artificielle et qui sont capables de prendre des décisions de façon autonome, ce qui n'était pas le cas en 2019 par exemple. Eh ben, effectivement, les fabricants de robots leur mettent ces 3 lois dans leur microprocesseur, donc dans leur cerveau, pour éviter justement les problèmes d'éthique, comme vous dites. Et toc. Mais vous disiez? Et toc. Éthique et toc. Ah, éthique et toc. C'est ça. D'ailleurs, un commentaire sur le... Non. Éthique et tac, c'est comme vous voulez. Ouais, c'est bon. D'ailleurs, en 2018, c'est-à-dire il y a de ça une dizaine d'années, une discussion à l'Union européenne avait été mise sur le devant de la scène concernant un moratoire, concernant la nécessité d'une décision humaine en tout ce qui concerne les actions létales des robots. Mais cette loi n'a jamais été vraiment votée. Non, tout à fait. Donc dans les années 2010, on a commencé à voir apparaître des drones, comme celui-là, mais avec des vocations offensives, donc utilisés par l'armée. Voilà, alors juste, pardon, objection, on est bien d'accord qu'on ne parle pas là de mon client. Mon client, le drone 42, n'a aucune vue offensive.
il est quand même muni d'explosifs. Blangerez, accordé. Merci. Refusé, Hernando. Enfin, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, chérie? Je vous en prie. Excusez-moi, donc, alors, pardon, 2010, on en discutait. Voilà, donc on a commencé à avoir des drones utilisés par les armées du monde entier, et donc ces drones étaient équipés d'armes pour tuer. Et donc ils ont fonctionné d'abord avec un contrôleur humain derrière, mais avec un contrôleur humain, le problème que ça pose, c'est qu'il faut que la connexion soit parfaitement fiable, et ça on peut pas le garantir. Il peut y avoir des perturbations électromagnétiques, il peut y avoir des brouillages qui sont mis en place. Et donc, on a basculé petit à petit sur des drones qui avaient une capacité de décision. Et donc, à ce moment-là, effectivement, en 2018, la Commission européenne a essayé de réguler ça et de proposer un moratoire qui interdirait d'avoir des drones qui ont des capacités létales de prendre des décisions, de tuer des gens de façon autonome, et on a pu faire confiance à ce moment-là, par exemple, à la Russie pour bloquer une telle décision. Et donc après, les décisions se sont... donc tout le monde se souvient qu'en 2020, les décisions se sont engluées, que les crédits ont été retirés à ce comité d'éthique, et qu'en 2021, ça a été entièrement abandonné, avec le déploiement, vous savez, l'histoire de la guerre sino-américaine de 2022. Mais tel n'est pas notre propos, tout à fait. Monsieur Giraud, tel n'est pas notre propos. Mais mon client, le robot 42, n'y était pas. Ne nous éloignons pas du débat, s'il vous plaît. Ouais. Non. Moi, je n'ai plus de questions. Votre question Non, votre sainteté, je n'en ai plus. Sur la guerre américano-sino-américano, non, rien. Oui, alors ça, c'est une explication que j'aurais besoin, mais de façon globale, de comprendre la méchanceté dans le monde. Mais c'est bien pour ça que je suis avocate de la défense, plus que de l'accusation. Ce sera à l'ordre d'un autre procès. Hein. Vous aviez autre chose à rajouter? Maître Hernando? Non plus. Je crois que... dire. Eh bien, merci pour cette dernière intervention, Monsieur Giraud. Merci beaucoup pour cette prestation. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner le peuple. Merci beaucoup. Merci. Très jolie chemise. Il n'y a pas de personnalisation des experts. Maître Hernando, s'il te plaît, Sylvie, reprends-toi. Alors, afin de vous laisser désormais procéder au vote, j'aurais même pu dire revote, ce coup-ci, et vous prononcer sur le degré de responsabilité des différents acteurs, je déclare désormais la séance levée. La cour et le barreau se retirent. Alors, est-ce qu'il est possible, de faire une dernière plaidoirie? Je souhaiterais pouvoir défendre j'ai oublié, pardon. Oui. Moi aussi. Je suis d'accord que vous le fassiez en plus. Je n'avais pas envie. J'avais pas envie, je trouvais ça trop long. Effectivement, j'ai fait l'impasse sur le réquisitoire de Maître Blangerez. Et, non, le réquisitoire de Maître Hernando. Alors, ça aurait été bien de corriger ça au texte, mais ça n'a pas été fait. La greffière, Marianne, vous viendrez me voir dans mon bureau après. Donc, il s'agit pour Maître Blangerez de ma plaidoirie. Et ensuite, nous poursuivrons avec le réquisitoire, bien entendu, de notre procureur Hernando. On vous écoute, Maître, pardon. Je vous en prie. Mesdames et messieurs les jurés, nous avons entendu beaucoup de choses. Mon client, le drone 42, a entendu beaucoup de choses. Alors comme ça, il pourrait être autonome. Alors comme ça, il a le choix. Alors comme ça, on lui laisse un peu de libre arbitre dans ses décisions, alors qu'on ne lui a même pas donné de nom. C'est juste un numéro. Messieurs, dames les jurés, à quel point peut-on personnaliser quelqu'un qui n'a qu'un numéro? Alors, soit il peut apprendre. Il apprend au début de sa vie, puis il continue à apprendre, d'accord. Mais moi, j'ai une fille, messieurs, dames les jurés, qui a 3 ans. J'imagine que vous avez tous un enfant. Monsieur, vous avez des enfants? Messieurs, madame, monsieur, jeune homme, tu as certainement un enfant quelque part. En lui, il y a certainement un enfant en lui. Ma fille a 3 ans, messieurs, dames. Elle apprend. Elle va apprendre toute sa vie, comme 42. Mais 42 apprend bien de quelqu'un. Ma fille apprend bien de quelqu'un, de moi
ou de son père. Donc 42 apprend bien d'humain. Donc un humain est responsable. Ma fille est en train d'apprendre à traverser la route, toute seule. Mais je lui tiens la main. Je suis responsable, je ne la laisse pas courir. Je suis responsable. Alors, il me semble quand même que tout le long de ce procès, nous avons oublié tout de même quelques petites personnes qui peuvent être responsables. Nous n'avons pas assez parlé, à mon avis, des concepteurs, des programmateurs de ce drone. Ils sont ses parents à lui. Ils sont responsables. Et on n'a pas parlé non plus. Eh bien, par exemple, on a parlé des hackers. Bon, mais il me semble qu'il y a des gens sur qui on n'a pas enquêté. Monsieur le juge, madame la procureure, a-t-on enquêté sur monsieur et madame Chartreuse? Les concurrents directs de monsieur et madame Genepi? Non. Non. Est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'ils ont engagé un pirate pour faire une attaque négative sur ce drone afin que directement il vise les affaires de monsieur et madame Genepi? On ne le sait pas. A-t-on également parlé de la commune de Sapin-les-Sommets? Alors on l'a annoncé un peu au début, puis on l'a facilement oublié. La commune de Sapin-les-Sommets est propriétaire du drone. Monsieur, votre chien mort, le fils de la voisine, ce n'est pas lui qui va être responsable. C'est vous, son propriétaire. Comme la commune est propriétaire du drone. Et alors, si en plus vous avez un enfant de 3 ans, vous comprenez doublement ce que je raconte. Et enfin, il y a tout de même des gens dont on n'a pas parlé. Les fameuses victimes, monsieur et madame Genepi. Nous avons été très clairs tout de même au sujet du fait que mon drone, ainsi que son copain, parce qu'ils sont copains, le drone numéro 40, ils ont prévenu monsieur et madame Genepi. Ils leur ont dit, ils les ont prévenus, et monsieur et madame Genepi ont décidé de continuer la promenade. Par exemple, madame, je vous dis, sautez de ce pont, vous allez vous casser les jambes. Si vous sautez, vous l'avez décidé. Vous êtes donc responsable de vos jambes brisées. Eh bien, monsieur et madame Genepi, c'est pareil. Ils ont décidé de continuer leur promenade alors qu'ils savaient, vous m'avez entendu, maître Hernando, ils savaient. Tout ça pour vous dire, messieurs, dames, les jurés. Ouf. Je vous ai entendu, mais je ferai comme si non. Tout cela pour vous dire que ma fille, enfin mon client, n'a rien fait. Il n'est pas responsable. Merci. Ah, juste, merci, vous allez voter, votez bien. Merci, maître. Merci. Maître Hernando? Merci, monsieur le juge, merci. Appelez-moi votre excellence. Merci, votre excellence. N'en profite pas. C'est à croire, maître Blanc-Gérès, que vous vous réjouissez de l'infortune de mes clients et que c'est bien vous qui vous êtes vengé sur la Chartreuse après la cantine de ce midi au barreau. Rien. Oui. Et on vous a vu. Maître, oui, on vous a vu, maître Blanc-Gérès. Hein, alors, pardon. Ça va, ça va. Ne croyez pas. Alors, effectivement, nous l'avons vu. Le robot 42 n'est ni fiable ni rapide. Effectivement, il pourrait lui-même être une victime de lapin, banana. Depuis le début, on nous explique qu'il a des bras, des jambes, des téléphones portables, des ordinateurs portables. On fait tout pour l'humaniser et en même temps, on fait tout pour qu'il ait les attributs de l'humain. Et pourtant, maître Blanc-Gérès s'escrime à nous prouver le contraire. Alors, faisons le parallèle avec l'être humain. Allons-y gaiement, complètement. Oui, oui. Le drone est apprenant. Quand il sort de l'usine, c'est un étudiant fougueux, péremptoire, qui fait ses expériences, tel un adolescent prépubère qui va de jeune fille en jeune fille ou de jeunes hommes en jeunes hommes, suivant ses préférences, qui s'en va faire la fête, qui fait un tas d'expériences et qui apprend. Plus tard, ayant continué à apprendre, il choisit, il estime
estime, il pense comme n'importe quel être humain. Et il se transforme en docteur Frankenstein. Oui, car ses analyses l'amènent à faire des choix qui sont parfois les mauvais choix. Et mes clients en ont fait, les frais. La triste oui, expérience. maître, Oui. la triste expérience, tout à fait, monsieur le juge. Alors, est-il responsable de ses actes, ce robot, agissant comme on nous l'a expliqué, pensant presque comme on nous l'a expliqué? Il aurait peut-être pu péter un plomb, griller une durite, tourner la carte, péter un câble. Bah, donc, on rêve du vocabulaire. Ah oui, oui, Langeret, s'il vous plaît, n'intervenez pas pendant le réquisitoire. oui, Bien dommage. tout à fait. Alors, qui est responsable? Qui est responsable? Le programmateur? Est-ce que le maître est responsable de la suite du parcours de son élève? Les parents? Tous les parents ne sont pas comme vous, maître Blanc-Gérèse. Tous les parents n'apprennent pas à leurs enfants à traverser la route seuls à 3 ans. Bien dommage. Et non, Bien dommage. et non. Et enfin, ce seraient mes clients qui seraient responsables? Ah, doit-on vraiment se poser la question? Car la première règle, citée par Asimov au siècle dernier, ah oui, quasiment, est qu'un robot ne doit pas blesser un être humain. C'est la première et la seule règle, mesdames et messieurs les jurys, qu'il faudra retenir cet après-midi. Et c'est la seule règle, l'unique règle, que ce robot a enfreint. Alors votez, et votez en votre âme et conscience. Excusez-moi, Bravo, maître j'ai une Arnaud. question, votre Bravo. honneur. J'ai une question, votre honneur. Malheureusement, Pourquoi c'est terminé. elle qui passe après, hein? Bah, c'est- Parce que les gens, du coup, ils ont complètement Parce oublié ce que qu'on a j'ai dit. tiré à pile ou face et que j'ai gagné. Eh ben oui, mais du coup, ils ont complètement oublié toutes les Eh responsabilités bien des oui, autres. eh ben c'est ça le Eh pile oui, ou mais face. pourquoi ils ont- mais Eh oui, ben mais- parce que c'est justement. On l'a fait justement- qu'une seule Alors, fois, allez, le passé. eh ben, Trois vous fois, inquiétez ça pas, va deux marcher. fois, Après, qu'il on le ira fasse. boire un Ça verre va. et puis on va rediscuter de tout ça. Non, mais ils ont tout En attendant, oublié. installez-vous, les gens ont aussi une vie après. C'est toujours les derniers qu'on retient. Oh la vache, j'aime Bien, beaucoup trop alors, fort, ça. cher jury, pardon pour ces petits désagréments. C'est pas ce que vous dites, monsieur le juge, je suis sourde. Procédure. Taisez-vous, J'entends pas. Blanc-Gérèse. Bien, donc, comme je vous le disais avant ce très beau réquisitoire, maître Hernando, Voilà. vous allez donc procéder au vote et Ils vous savaient. prononcer. Ils savaient, ils ont S'il vous décidé plaît. de continuer. Non, je replace un peu pour que les gens se souviennent. Et vous prononcez sur donc le degré de responsabilité des différents acteurs dont on a parlé. Je déclare donc cette fois-ci réellement la séance levée. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. La cour se retire et le barreau également. Levez-vous, merci. Merci. Voilà, vous pouvez vous Ah, asseoir. mince, du coup, pardon. Mais il a demandé à s'asseoir. Ah bah non, pardon. Ok, levez-vous maintenant. Ah bon, Pardon, je me suis trompé, je me suis inversé Du coup, dans oui, les... c'est ça. Voilà, levez-vous. Donc là, on. Voilà. Ah merde, pardon. Ah bah non, asseyez-vous, pardon, asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est parce que je sais plus. Hop, voilà, ça c'est bon. Voilà. Donc, Ah bah non, levez-vous maintenant. voilà. Pardon, je suis en décalage. Voilà, on peut y aller. Voilà. Donc c'est... Merci. Pardon. Vous pouvez vous asseoir. Bon vote. Alors, messieurs, mesdames les jurés, nous allons maintenant procéder au vote. Alors, on va faire passer dans la salle des tablettes où vous pouvez utiliser vos téléphones portables si vous en avez sur vous, que vous pouvez du coup rallumer. Donc, l'adresse où vous devez aller se situe en haut du transparent qu'on projette actuellement. Vous allez avoir 5 possibles responsables pour cet accident. On ne vous demande pas de choisir un seul responsable, on vous demande de donner un degré de responsabilité à chacun. C'est-à-dire si vous estimez qu'il est très responsable ou peu responsable de cet accident. Peu responsable, c'est le premier cran. Très responsable, c'est le dernier cran à droite. Voilà. Et puis on verra le résultat juste après quand tout le monde aura voté. Eh bien, je crois qu'on peut le dire. L'entière responsabilité, votre choix s'est posé sur l'entière responsabilité du couple Genepi, Martine et Claude, pour ne pas les citer. J'invite désormais Marie, l'orphelin, qui est là, qui est juste ici,
juriste à l'INRIA, à nous rejoindre, merci, voilà, sur son espace. Je vous laisse conclure, chère Marie, pour les notions juridiques, parce que de toute façon, moi, j'y connais rien. Voilà, je préfère vous laisser la place, je vais même quitter l'espace scénique afin de ne pas déranger cette conclusion. Bonjour à tous. Donc du coup, moi je vous fais un petit point sur le droit actuel. Alors on se place évidemment dans un procès qui a lieu en 2029, donc il y a des choses qui ont été évoquées, comme l'existence de certification, le fait que voilà, dans le futur on aura peut-être des drones qui seront 100% autonomes, mais en 2019, c'est pas encore une chose qui est visible dans le droit actuel. Donc pour information, actuellement, il n'existe pas de régime de responsabilité pour les dommages causés par des robots ou par des intelligences artificielles. Donc, on se réfère au droit de la responsabilité commun. Voilà. On s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas un régime spécifique pour les robots, pour les intelligences artificielles. Et c'est quelque chose qui est actuellement en cours de discussion, notamment au niveau européen. Mais voilà, c'est en l'état de discussion. Alors, déjà, pour être responsable, il y a une règle très importante, c'est qu'il faut être doté d'une personnalité juridique. Or, actuellement, le robot est considéré comme une machine, comme un bien meuble. Donc, à ce titre, il ne pourrait pas être face à vous dans le box des accusés, puisqu'il n'a pas de personnalité juridique. Donc, ceux qui ont voté pour la responsabilité du robot, en 2019, ça ne serait pas possible. Voilà. Alors, il y a des personnes qui souhaitent mettre en place une personnalité juridique pour le robot, qui serait ni une personne physique ni une personne morale, mais un nouveau type de personnalité juridique. Alors actuellement, il y a quand même beaucoup de gens qui sont contre cette solution, parce que ça pourrait dédouaner les personnes qui sont à l'origine de l'utilisation du robot ou de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'une part les concepteurs et d'autre part ceux qui en font usage. Donc pour l'instant, pas de personnalité juridique pour le robot. Aujourd'hui, on était dans un procès d'assises, puisque vous étiez des jurés. Donc on s'est posé la question de la responsabilité pénale des différents protagonistes. Et en matière pénale, là, le point qui pouvait poser le plus de soucis, c'est l'intention de commettre l'infraction. Au niveau des différents protagonistes, on peut se poser la question d'une négligence, d'une imprudence de la part notamment du constructeur de robots qui n'aurait pas envisagé toutes les possibilités, ou de la commune de Sapin-les-Sommets, qui aurait envoyé un robot sans prendre garde au fait qu'il peut y avoir des soucis dans le largage des bâtons de dynamite. Voilà. En matière de hacking, là, l'intention ne fait pas de doute, puisque le hacker, s'il va hacker le robot, c'est bien qu'il a l'intention de nuire. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il est fréquent que dans des procès d'assises, surtout dans des procès comme cela, on décide qu'aucune des personnes n'est pénalement responsable. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps dans une affaire un peu malheureuse qui est le cas de l'accident de Michael Schumacher sur un domaine skiable. On a considéré que personne n'était responsable pénalement de cet accident. S'il n'y a pas de responsable au niveau pénal, on peut envisager la responsabilité civile. Au niveau de la responsabilité civile, il faut... alors c'est un régime qui répare le préjudice subi par les victimes au niveau financier. Pour que la responsabilité civile soit engagée, il faut une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Alors, on peut s'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité si les victimes ont participé à leur dommage. Là, vous l'avez bien montré quand vous avez voté pour la responsabilité de monsieur et madame Genepi. Effectivement, ils ont commis une faute en n'écoutant pas les instructions données par le robot. Donc on pourrait envisager que ça diminue leurs droits aux dommages et intérêts auxquels ils auraient pu prétendre en tant que victimes de l'accident.
Ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être envisagé sur le terrain civil. Il y a des régimes de responsabilité particuliers. La responsabilité du fait des choses. Tout à l'heure, l'avocat de la défense en a parlé dans sa plaidoirie. Si vous avez un chien qui cause une morsure à votre voisin, le chien étant une chose, vous êtes responsable de votre chien parce que vous en avez la garde, le contrôle, la direction, quand bien même c'est un être vivant. Et donc, vous pouvez être responsable de ce que cause votre chien. C'est la même chose pour un drone. La commune pourrait être responsable de ce que cause son drone, puisqu'elle en est propriétaire et qu'elle en a la garde. Alors, on peut se poser la question de est-ce qu'elle en a réellement le contrôle si c'est un drone qui est autonome. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Il y a un autre régime de responsabilité, c'est la responsabilité du fait des produits défectueux. Mais là, la difficulté, c'est pour les victimes, parce que c'est aux victimes de prouver que le système a un défaut. Et ça peut être très compliqué en matière de systèmes complexes, comme c'est le cas du drone. Actuellement, donc, il y a des réflexions en cours pour essayer d'encadrer et de limiter ce flou qu'il peut y avoir parfois au niveau juridique. Donc, il y a plusieurs voies qui sont envisagées. La première, ce serait d'obliger les personnes qui ont un robot ou qui construisent un robot de souscrire à une assurance obligatoire. Comme en matière de voiture. Vous détenez une voiture, vous êtes obligé d'avoir une assurance. Et le fait d'avoir un régime d'assurance obligatoire pourrait être couplé à un fonds de garantie qui fait que même si le robot qui a causé un dommage n'a pas été assuré, il y a un fonds de garantie qui permet de dédommager les victimes des accidents liés aux intelligences artificielles. C'est une piste de réflexion. Une autre piste de réflexion qui a été évoquée par Cédric, c'est le fait de mettre en place de réelles normes de certification, ce qui aurait pour objectif d'avoir une espèce d'autorisation de mise sur le marché pour chaque robot qui serait en vente et qui pourrait arriver dans les domiciles des particuliers. C'est une autre possibilité. On envisage également le fait d'immatriculer obligatoirement les robots, de sorte à pouvoir tracer qui en est le propriétaire et qui en est le concepteur avec des numéros de série, etc. Le fait également de rendre obligatoire la présence d'une boîte noire. Actuellement, tous les objets connectés ne sont pas équipés de boîte noire, ce qui fait qu'en cas de problème, on peut avoir du mal à tracer ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Voilà. Sur les différents éléments qui sont en cours de réflexion. Et effectivement, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas prévoir ce qu'il y aura en 2029. Est-ce qu'on prévoira une personne juridique particulière pour les robots? Est-ce qu'il y aura un régime de responsabilité spécifique? Pour l'instant, en l'état actuel des discussions, je ne peux pas vous répondre. Pour l'instant, c'est plutôt non. Voilà. Et oui, du coup, j'ai une question. Pourquoi c'est la victime de prouver que c'est le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux? Quand une victime veut mettre ça comme argument devant la cour, c'est à elle de prouver, en faisant appel éventuellement à des experts, que ce qu'elle avait chez elle a bien un défaut. Donc après, elle peut le prouver en indiquant que voilà, il y avait un certain nombre de normes à respecter et qu'elles n'ont pas été respectées, mais c'est à la victime d'apporter la preuve. C'est comme ça que le régime est construit. C'est comme ça. Pour tout dans la vie ? Non, c'est uniquement la responsabilité du fait des produits défectueux. Donc tout type de produit, c'est ce régime de responsabilité qui est fait comme ça. Voilà. Ah bah la Cour vient de revenir. Rebonjour. Oui, parce que nous permettons, alors je n'ai plus de micro, je n'ai plus rien. Non. Parce que, juste pour dire que si vous souhaitez continuer les questions, vous pouvez. Nous souhaitons libérer les personnes qui auraient autre chose à faire. Donc la Cour vient saluer.